On va lire l'introduction euh, de l'essai politique et littéraire, on pourrait dire, selon moi, euh, d'Ouria Boutelja, qui s'appelle Beaux et barbares, euh, le pari du nous. Puis, on peut... je partage pas toutes les vues d'Ouria Boutelja, puis, mais il y a quand même un énorme intérêt, je pense, à entendre les préoccupations identitaires, malgré que il faut pas les nourrir, puis il faut pas baser notre politique là-dessus, puis il faut parler de situation sociale et non d'identité, mais euh, savoir les tenants et aboutissants euh, de telle situation sociale, les aboutissants identitaires, euh, les connaître, savoir pourquoi. Pour être capable de se mettre à la place de l'autre, c'est nécessaire, je pense. Euh, Puis je pense que ça fait partie de la lutte de connaître ça, puis de leur imposer quelque chose d'autre. Puis justement, William Boutelja est habite en France maintenant, mais en tout cas, il doit être issu de l'immigration récente, soit elle est immigrée, soit issu de l'immigration récente, là. Première, deuxième génération, je sais pas, mais elle mène des luttes décoloniales, anticapitalistes, anti-islamophobie, bon, puis anti-patriarcat en France, puis il est, il est pas, il est clair qu'on a le point de vue on a un point de vue on a le point de vue de personnes de race, des races sociales qui visent le racisme. On en a un point de vue ici, puis c'est vraiment intéressant. Je vous lance donc. Introduction. On a une citation. L'ange Gabriel As demanda: informe-moi au sujet de l'heure du jour dernier et parle-moi de ces signes annonciateurs. Et le prophète lui répondit: lorsque tu verras les va-nu-pieds, mal vêtus, nécessiteux qui gardent les troupeaux se faire élever des constructions de plus en plus hautes. Hadith rapporté par Muslim. Deuxième citation. Les nations se sont irritées, mais ta colère aussi est venue. Voici le moment de détruire ceux qui détruisent la terre. L'Apocalypse selon Saint Jean. On débute donc. C'est la fin du monde. La Torah, la Bible et le Coran l'ont annoncé. On aura beau scruter l'horizon, on n'y verra que des cieux brunissants et des soleils ténébreux. Tous les signaux sont au rouge. J'aimerais parler d'espoir, mais je sens bien que le mot est ringard. C'est la fin du monde. Nos certitudes fondamentales, notre vision moderne d'un progrès matériel, moral et éthique illimité n'est plus. Que ce soit à cause de la menace d'une guerre nucléaire, d'un virus ou du dérèglement climatique, il n'est plus aucune utopie, aussi désirable soit-elle, capable de l'emporter sur notre lucidité ou notre résignation. Les esprits les plus sécularistes et les plus scientifiques commencent à converger avec les croyants. Ils partagent désormais un imaginaire commun. La fin est pour bientôt. C'est un bon début. Allons plus loin et considérons la puissance de la pensée négative. Considérons son pouvoir et prenons-le pour appui. Pas pour accélérer cette fin, mais pour rendre au désespoir sa dimension métaphysique. Ce n'est plus l'espoir qui nous fera vivre, mais le désespoir. En voilà une perspective concrète et matérialiste. La fin du monde comme mythe mobilisateur et, in fine, comme nouvelle conscience positive. Le poète n'a-t-il pas dit: là où croit le péril, croit aussi ce qui sauve. Hölderlin, Jean Patmos. Le monde est mort, vive le monde. Si pour le monothéisme la fin du monde est une certitude, l'heure à laquelle elle adviendra est un secret.
un secret que l'homme moderne plus qu'aucune autre créature terrestre aura contribué à inventer. Si elle semble si proche désormais, il se pourrait qu'elle puisse encore être repoussée, si tant est que notre volonté collective soit d'en finir avec le monde tel qu'il existe. Ce monde est capitaliste. Ce monde, c'est la destruction du vivant. Ce monde, c'est la guerre. Il faut y mettre fin, maintenant. Mais si le capitalisme est partout, les nations les plus responsables de la fin du monde sont, la plupart, localisées en Occident. C'est de là que j'écris, du cœur du capitalisme français. C'est là que mon désespoir s'épanouit, c'est là que mon espoir doit renaître, là que je dois envisager la fin de ce monde. Comme je mesure le défi qui consiste à tenir une ligne dans les ruines des espoirs politiques, autant rester réaliste et exiger l'impossible, non? L'impossible, ce sera ça. La fin de ce monde. Le nouvel espoir. Nous avons l'idée, le mythe mobilisateur. Nous connaissons l'ennemi. Il nous faut maintenant une volonté collective et une stratégie globale pour détruire ceux qui détruisent la Terre. C'est là que les choses se compliquent, car les forces populaires capables de mettre fin à ce monde sont désunies, séparées, voire opposées les unes aux autres. Le pari, c'est de trouver le moyen de les unir. Les facteurs de la désunion sont nombreux, mais parmi les plus structurels, les plus anciens et les plus effectifs, il y a la division raciale. C'est à ce nœud que je consacre ce livre. Faut-il être fou pour s'obstiner à croire à la formation d'un bloc historique capable de s'organiser, de résister, voire de prendre l'ascendant sur l'ennemi? Un bloc qui réussirait l'unité de ces classes populaires, fort d'une stratégie de conquête du pouvoir et de l'État. S'il y a bien une unité qui s'affirme, dont le triomphe est annoncé, c'est celle de la suprématie blanche, dernier et ultime recours du bloc bourgeois occidental, ébranlé de toutes parts par les crises sociales et politiques qu'il ne cesse de provoquer et qu'il aggrave jour après jour. En l'attente du Big One, cette déflagration dont on ne connaît pas vraiment l'ampleur, mais qu'on pressent gigantesque, la fin. De ce point de vue, la France est un cas d'école, mais notre compréhension de ce qui nous arrive ne saurait se passer d'une analyse du capitalisme comme d'une totalité. C'est connu de tout marxiste digne de ce nom, mais il importe d'en rappeler ici les grands traits. Une telle analyse doit d'abord et avant tout replacer l'État français et sa politique dans l'espace mondial. Le système monde, dirait Wallerstein, qui voit s'affronter les puissances d'argent. Un espace qui est tout à la fois une combinaison de dynamiques économiques, dominées par le capital financier, et de logiques géopolitiques qui s'imposent à n'importe quel État du fait même qu'il est inscrit dans cet espace mondial impérialiste. Deux contraintes sont perturber le système monde au XXe siècle, laissant une trace indélébile et traumatisante dans les pays capitalistes avancés. La révolution russe et les luttes de libération du tiers-monde. Et depuis l'effondrement de l'URSS, la plupart des entraves géopolitiques sont tombées. Le capital jouit d'une liberté sans limite pour exploiter les hommes, la terre et l'environnement. Après la disparition de l'empire du mal, il a fallu trouver un nouvel ennemi capable d'unifier contre lui le bloc impérialiste. La révolution iranienne, la montée de l'islam politique, puis les attentats djihadistes en ont fourni l'occasion, où s'est élaborée la base idéologique de cette unité. Car cette guerre nécessite l'union nationale du peuple avec ses dirigeants, ou pour le dire autrement, l'alliance de la bourgeoisie avec les classes subalternes blanches contre les damnés de la terre à l'extérieur, et contre les indigènes à l'intérieur. Tant que le consentement populaire est acquis, les forces de l'ordre, la police et l'armée restent à l'écart de la vie publique et laissent le gouvernement arbitrer. Mais si le consentement s'effrite, ce qui est la tendance qu'on observe dans l'abstention massive ou la révolte sociale, l'armée peut s'autonomiser et prendre ses responsabilités. Dans ce contexte, où la gauche radicale et l'antiracisme politique sont devenus insignifiants, où la social-démocratie qui faisait office d'amortisseur
a été liquidé, où l'extrême droite s'épanouit et où les thèmes de l'immigration et de l'islam prennent une place centrale dans les débats publics, il devient urgent de renouveler nos analyses sur l'État et sur le caractère organique de la race comme technologie d'organisation de la société. Ce sera la première ambition de ce livre. Je vous passe une explication, un petit plan de sa démonstration qu'elle va faire dans le livre pour qu'on ait le temps de finir l'introduction. Donc elle a parlé de sa première ambition, maintenant la seconde. Ma seconde ambition, qui est aussi une ambition gramscienne, est de ne pas renoncer à l'optimisme de la volonté, et à l'utopie, expression tellement galvaudée qu'elle en a perdu sa force révolutionnaire. Je voudrais ici lui donner un nouveau souffle. L'idée est la suivante, l'état racial intégral. Aussi tentaculaire soit-il, n'épuise pas l'humain ni sa capacité à rompre ses chaînes et à chérir sa liberté. Dans le scaphandre, il est un papillon. Ce papillon aime la vie et ne rêve que d'une chose, s'échapper. Comment comprendre autrement l'optimisme de la volonté chère aux révolutionnaires sardes? Et comment ne pas en faire le substrat philosophique de toute stratégie politique? Ou, pour le dire autrement, comment espérer renverser les formes de l'exploitation capitaliste sans croire qu'une foi, qu'un objectif et qu'une stratégie sont capables de former une nouvelle communauté politique, un nous révolutionnaire? À cette fin, il m'a fallu identifier deux sujets révolutionnaires, les beaufs et les barbares. Beaufs et barbares ne sont pas mes mots. Ce sont ceux du mépris de classe et du racisme. Ce sont ceux de l'ennemi principal. Les mots dans lesquels il a enfermé d'un côté le prolétariat blanc et de l'autre le prolétariat indigène. Ceux dont il connaît le potentiel politique et qu'il a réussi à opposer et à neutraliser, souvent avec la complicité des premiers. Résultat, les beaufs disent « eux » quand ils parlent des barbares. Et inversement, les barbares disent « eux » quand ils parlent des beaufs. Le projet, remplacer « eux » par « nous ». Je l'avoue, c'est un bien curieux mot que ce nous. C'est à la fois diabolique et improbable. Au moment où, d'un côté, les je et les moi plastronnent et où, de l'autre, le nous de la suprématie blanche s'épanouit, il est même presque incongru. A fortiori quand on sait que les différentes composantes et sous-composantes de ce grand nous fanonien sont presque toutes aussi incertaines les unes que les autres. Le nous des classes populaires blanches, improbable. Celui des indigènes, une blague. La rencontre de ces deux nous, un mirage. Leur union au sein d'un bloc historique, une chimère. Je me suis donc lancé dans l'écriture d'un livre presque injustifiable à mes propres yeux, en m'accrochant à la branche fragile de cet adage populaire aussi juste que dérisoire, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Le nouvel espoir. Car si j'ai grand-peine à me convaincre qu'une telle unité est possible, je ne me résous pas à l'idée que tout n'aura pas été tenté. Aussi faut-il commencer par ce qui l'empêche. Ô les cœurs!